Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons donc commencer avec un petit peu de retard, nous nous excusons pour cela. Nous allons commencer par une petite présentation de cette dernière table ronde, donc du sujet de cette dernière table ronde. Nous sommes très heureux en tout cas de vous accueillir à nouveau et nous espérons que vous allez passer un très bon moment, très instructif. Voilà. Donc, pour commencer, nous allons parler de ce sujet des migrations, climat et hospitalité. Donc il y a un problème qui est assez grandissant dans la société et je pense qu'il va sans dire que tous les jours nous entendons parler du climat, qui est un projet des plus actuels. Et ce climat entraîne de nombreuses choses derrière lui, puisque on a une augmentation très importante du nombre d'événements extrêmes, d'événements extrêmes climatiques. Et cela va donc en Europe, si bien que par exemple en France, on a une augmentation qui est assez conséquente du nombre d'événements climatiques. Ici, vous pouvez voir donc directement les inondations en bleu et les autres événements assez importants. Et ça, c'est donc une source directement du ministère. Et ce n'est pas qu'en France que ça arrive, bien sûr, c'est dans le monde entier. Et ce nombre a été multiplié par 5, d'après l'ONU, depuis 50 ans. L'Afrique en fait les frais à hauteur de 15%. Cependant, elle assume 35% des morts à l'échelle mondiale. Donc, vous pouvez vous dire qu'il y a un graphique qui est sorti là-dessus, une étude du WMO, qui est l'étude de World Meteorological Organization. Je m'excuse un peu pour ces couleurs qui ont été choisies ici, qui ne sont pas très lisibles, mais vous pouvez voir ici en vert et violet les revenus qui sont à plutôt faible revenu, et vous avez donc ici la part la plus importante de morts à travers le monde qui sont situés dans les pays qui sont les plus pauvres. Voilà. Un bref état des lieux, on peut arriver avec une petite définition de la migration climatique, pour vous rappeler, ce qui se traduit, alors cette petite définition de handicap international, se traduit par le déplacement temporaire ou définitif, comme vous pouvez le lire, des personnes dont la vie est en danger et à la suite des conséquences du changement climatique ou de catastrophes naturelles. Ce que ce soit ouragan, et il faut faire attention là-dessus, dans cette définition, les séismes sont compris, et vous savez très bien que les séismes sont liés plutôt à l'activité volcanique et non pas au changement climatique, les tempêtes, inondations et incendies, etc. Quelques chiffres à retenir peut-être. 2008 à 2023, on estime donc à 663 millions de déplacements internes, dont 2/3 dus à des aléas climatiques, selon l'IDMC. Et selon les scénarios, 44 à 216 millions de personnes pourraient se déplacer à cause des impacts du réchauffement climatique d'ici à 2050. Donc c'est un monde en mouvement. Cette carte ici montre la réalité des déplacements mondiaux dus aux événements climatiques extrêmes dont nous parlions précédemment. Les principales aires de répartition des flux migratoires se situent directement, comme vous pouvez le voir, en Asie ou en Afrique, mais principalement aussi en Asie. La Chine avec des déplacements internes qui sont très conséquents. Et c'est ainsi que, correspondant majoritairement à des pays du Sud, dont une grande partie de la population vit sous le seuil de la pauvreté, vous pouvez vous en douter, 3 grands réservoirs migratoires, terme que nous n'avons pas trop apprécié, mais c'est le terme qui est utilisé, se dessinent avec des dynamiques propres. D'abord, les zones arides, ou drylands, qui abritent 2 milliards d'habitants, majoritairement dans des pays à faible revenu. C'est là que le réchauffement détruit l'agriculture, provoquant un exode rural massif. Ensuite, les zones côtières et le delta, vous vous doutez avec la montée des eaux, et la salinisation aussi des terres que ça provoque, générant des flux internes et régionaux définitifs. Enfin, les zones montagneuses, où la fonte des glaciers modifie le cycle de l'eau, entraînant des migrations à proximité vers des vallées beaucoup plus riches en humidité. Pour rentrer peut-être dans le vif du sujet, il est nécessaire de comprendre pourquoi et comment un individu décide de partir
Et pour ça, il faut quand même abandonner le réductionnisme environnemental seulement, dans le cadre des migrations climatiques, j'entends. Donc, comme le montre le rapport Foresight, qui est un rapport important dans le milieu, la migration, c'est le résultat d'un réseau complexe de facteurs interconnectés. Donc le climat qui agit à la fois par des processus lents, par exemple comme la hausse des températures, ou par des chocs plus rapides, typiquement un ouragan, une inondation, n'agit jamais seul. Donc c'est un multiplicateur des risques, en fait. Il vient percuter un contexte national à travers l'impact économique sur les ressources et sur la qualité de la gouvernance politique. Et à cela s'ajoute également la vulnérabilité propre des ménages, donc sur une échelle plus réduite, déterminée par le niveau de richesse ou le capital social. Et enfin, le filtre ultime, c'est un filtre individuel, c'est l'âge, le genre, avec par exemple les femmes et les enfants qui ont plutôt tendance à rester sur les territoires, ou la perception personnelle du risque, qui valide ou non la décision de migrer. Cependant, cette notion de migration climatique et le champ d'études qui en découle comporte quand même quelques limites. Donc, analyser ce phénomène, ça exige également une posture critique qui est partagée par quelques auteurs comme Bettini, Kibreab, Aburn ou Wesselbaum, pour ne citer que. Donc, la première, c'est l'alarmisme qui est utilisé dans les discours médiatiques qui ont tendance à présenter les migrations climatiques comme des vagues d'individus prêts à déferler sur les pays du Nord. Et en agitant, ce faisant, ils agitent un petit peu le spectre de vagues migratoires incontrôlables. Et de ce fait, on réduit un petit peu le migrant à une simple menace statistique. Et on renforce l'impression de la nécessité d'établir des politiques sécuritaires qui sont destinées à endiguer un supposé flot de migrants qui arrivent aux frontières des pays du Nord. Et ça participe également à une logique de déshumanisation, on peut s'en douter. Sur le plan juridique, un des chercheurs que j'ai cité précédemment rappelle qu'isoler le facteur climatique seulement, c'est impossible en fait, et que vouloir créer un statut de réfugié climatique, ça peut aussi risquer d'affaiblir la Convention de Genève, qui œuvre pour la protection des personnes persécutées par leur État. Mais en fait, si presque tout le monde, en tout cas une grande partie des populations touchées deviennent réfugiés, qui est véritablement réfugié? Donc, ce questionnement, il peut constituer un prétexte opportun à la restriction du droit d'asile par les gouvernements. Et enfin, les modèles économiques actuels souffrent d'œillères méthodologiques, notamment ils peinent à capter la temporalité des processus, donc comme on l'a dit, faire la part entre les processus lents et plus rapides induits par le climat. Et ils oublient souvent les populations piégées. Ce sont des personnes qui sont trop pauvres pour fuir et qui sont condamnées à l'immobilité face aux crises et donc à des stratégies d'adaptation. Donc, fort de ces constats, on va articuler notre échange de ce soir autour de 3 grandes questions directrices qui vont servir à cadrer la réflexion que vous pouvez lire. Donc la première, elle sera plutôt empirique. Dans quelle mesure la crise environnementale redéfinit-elle les flux migratoires actuels et peut-on uniquement parler de causalité environnementale? La deuxième, elle sera éthique et philosophique. Le devoir d'hospitalité doit-il être envisagé sous le prisme d'une dette de réparation des pays du Nord, pays industrialisés plutôt, envers les pays des Sud, qui sont historiquement responsables des émissions de gaz à effet de serre? Et enfin, notre troisième axe, il sera plutôt politique et juridique. Comment réinventer nos structures? Quelle politique d'accueil pourrait être mise en place pour transformer la vision de la gestion d'une crise sécuritaire en une hospitalité structurée et durable. Très bien. Donc, nous allons vous laisser vous installer pour rapidement présenter nos invités. Donc, il s'agit donc de Michel Agier, qui est ici en premier, et ensuite François Jomène, donc nous sommes honorés de recevoir ce soir. Et nous allons vous laisser en tout cas quelques petits instants pour vous présenter. Bonsoir, ça va? On doit se présenter? Oui, allez-y. Commence, Michel. Michel Agier, anthropologue. Je suis directeur d'études à l'École des études en sciences sociales et directeur de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement.
Et voilà. Après, le reste, on vous le racontera. Et quant à moi, je m'appelle François Gemène, je suis professeur à HEC à Paris, où je dirige le master sur les questions de durabilité. Je suis également chercheur au FNRS, qui est l'équivalent belge du CNRS, à l'Université de Liège, dans le sud-est de la Belgique, où je dirige un petit laboratoire qui s'appelle l'Observatoire Hugo, et qui est consacré précisément à ces questions de migration liées au climat. J'ai également été un des auteurs principaux du 6e rapport du GIEC, et je suis le président du conseil scientifique de la FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme, que certains ont sans doute connue sous le nom de Fondation Nicolas Hulot, avant les événements que vous savez. Très bien. Je vous remercie donc pour cette courte présentation. Je voudrais parler par rapport au fait de migration climatique, quand on dit que quelqu'un migre à cause du climat. Est-ce qu'on ne simplifie pas une histoire qui est finalement beaucoup plus compliquée par rapport, donc, déjà notamment aux migrations internes, quand on parle de vagues submersives, on peut voir en tout cas ces chiffres qui sont fixés de hauteur de 200 millions, certaines fois un peu troubles par rapport aux estimations. Est-ce que finalement tout ça, ce n'est pas des choses qui sont exactement donc, plus simplifiées? Je dirais que la migration est par essence un truc compliqué. Personne ne migre pour une et une seule raison. Moi-même qui ai migré de Belgique en France, j'aurais du mal à lister la totalité des raisons qui ont fait que je me suis établi à Paris. Et en réalité, quand on regarde les personnes affectées par les impacts du changement climatique, on a aussi une diversité de raisons qui les poussent à migrer, qui les poussent à revenir ou à ne pas revenir, avec parfois des exemples surprenants. J'ai travaillé longtemps auprès des personnes qui avaient été déplacées par l'ouragan Katrina en Louisiane il y a maintenant 20 ans. Et effectivement, on pourrait se dire, tiens, voilà l'ouragan Katrina, voilà une cause très identifiée, un déplacement massif de population, des évacuations qui sont conduites. Et pourtant, j'ai rencontré des déplacés qui estimaient que Katrina avait été la chance de leur vie, la plus grande opportunité qu'ils aient connue dans leur vie, parce qu'ils étaient étudiants à l'université de Louisiane à Bâton Rouge, LSU, qui est une université, sans être trop péjoratif, qui est davantage connue pour ses fêtes et son équipe de football que pour son excellence académique, et qui, au moment de l'ouragan, ont reçu une bourse d'études pour aller étudier dans une université de l'Ivy League, à Harvard, Princeton ou Berkeley, et leur vie s'en est trouvée complètement modifiée, à leur estime, pour le meilleur. Ils disaient, sans ouragan Katrina, jamais je n'aurais obtenu cette bourse d'études prestigieuse, et je serais sans doute resté étudiant dans cette grande en taille, mais petite en réputation académique, université de Louisiane à Bâton Rouge. Et donc, je dirais que, bien entendu, nous avons tendance à vouloir simplifier les choses, et nous le faisons aussi en réalité en fonction de tous les types de migration, et pas seulement celles qui sont liées au climat. Nous avons aujourd'hui une organisation politique et juridique qui, globalement, classe les gens en deux catégories selon leurs motifs supposés de migration, avec d'un côté les réfugiés dits politiques, de l'autre les migrants dits économiques. Et non seulement nous savons que ces catégories sont elles aussi trop simplistes, de surcroît nous avons tendance à poser un jugement normatif sur ces catégories, comme s'il y avait d'un côté les bons réfugiés politiques qu'il faudrait accueillir, et de l'autre les mauvais migrants économiques qu'il faudrait renvoyer dans leur pays, comme si l'accueil des uns était conditionné au renvoi des autres. Nous avons effectivement en matière de migration toujours tendance au simplisme, et les migrations liées au climat ne font évidemment pas exception. Dernier point que j'ajouterai, pour rappeler que la distribution géographique de la population sur Terre a toujours été liée profondément aux conditions climatiques. Toutes les grandes civilisations de l'histoire de l'humanité ont été liées aux conditions environnementales et climatiques. L'Europe a été peuplée à la préhistoire parce qu'elle jouissait d'un climat tempéré et de ressources naturelles abondantes. La civilisation égyptienne antique a été créée dans l'actuelle Égypte parce que, il y a à peu près 8000 ans de cela, la zone qui est occupée par l'actuel Soudan
a connu un phénomène de désertification avec la création du Sahara qui a poussé les populations à remonter vers le nord, vers l'Égypte actuelle, où ils ont créé la civilisation égyptienne. Sans le Sahara et sans ce processus de désertification, il est vraisemblable que la civilisation aurait été créée dans l'actuel Soudan et que nous célébrerions le Soudan antique dans les musées d'antiquité du monde entier. Donc ça a toujours été le cas et on redécouvre évidemment le rôle majeur de l'environnement à la faveur du changement climatique, mais bien entendu auprès d'une grande simplification et dans les termes et dans les chiffres. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Agier. Non, tout à fait. Je partage tout à fait ce point de vue. Peut-être que vous avez des questions plus précises ensuite sur les différentes catégories, puisqu'on est toujours confronté, quand on adopte le point de vue du gouvernement, le point de vue de la gestion des populations, ou comme disait Foucault, le gouvernement des populations et des territoires, on est toujours dans un point de vue qui est celui de gérer des populations, des masses, des individus, des nationalités. Et donc on produit des catégories. Et il y a une espèce de méthode du pouvoir qui consiste à produire des catégories. Alors ces catégories, elles peuvent être de toutes sortes. On a souvent dit qu'elles étaient biopolitiques. Elles regardaient, par exemple, le niveau de désarroi, le niveau de souffrance ou le niveau de bien-être d'une population. Elles peuvent être économiques ou socio-économiques. On a toutes sortes de catégories qui sont produites en termes de catégories sociales. On a comme mode de gouvernement aussi, il y a des catégories qui sont produites comme des catégories ethniques, par exemple, ou ethno-raciales. C'est le cas de tous les gouvernements coloniaux, de manière générale, qui ont produit, d'une certaine façon, des découpages de la population pour gérer les territoires, pour administrer les populations, qui ont produit ces différentes catégories. Et toutes les catégories, évidemment, sont fausses, ou en tout cas, elles sont insuffisantes, ou elles sont discutables. Et elles sont en général discutées par les premiers concernés, qui sont piégés par ces catégories-là. On ne réduit pas François Gémen à sa belgité, et on ne peut pas réduire la mienne à ma francité, et loin de là. Et donc, et si on nous le dit, si on nous désigne nous-mêmes selon ces catégories, on se révolte, on dit mais non, je ne suis pas ce que vous croyez. Et puis cependant, on admet l'idée que, on peut produire des catégories pour les autres. Donc cette question, elle est fondamentale, à mes yeux, elle est fondamentale pour l'anthropologie. C'est celle à la fois de l'altérité et du gouvernement, c'est-à-dire produire des catégories pour les autres à l'encontre des autres et de ce qu'ils sont en réalité. On ne sait jamais ce que sont les autres personnes en réalité. François vient de le dire, on ne sait jamais à la quantité d'héritage, d'identification, d'appartenance, tous ces mots qu'on entend très souvent. On peut avoir plusieurs ancrages culturels, on a plusieurs ancrages sociaux, on a de plus en plus maintenant des familles qu'on va dire mixtes en France, ou des formes hybrides à la fois génétiques et culturelles, qui fait que catégoriser les populations est d'emblée une marque du pouvoir, ça c'est une marque de pouvoir, de gouvernement, et une certaine violence, alors plus ou moins importante, mais une certaine violence à ce que sont réellement les personnes. Donc effectivement, on ne conteste pas qu'il faut gouverner, et donc il faut trouver les moyens de gouverner, mais la production permanente de catégories, et même de nouvelles catégories, et dans le domaine des migrations, on en a en permanence, finalement, des catégories administratives, des catégories de gouvernement sont, on va dire, au minimum, sont piégeantes. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de réaliser que ces catégories sont souvent réfutées par ceux-là même qu'elles prétendent désigner. Pour reprendre l'exemple de l'ouragan Katrina, la presse américaine avait volontiers qualifié les déplacés à l'époque de réfugiés climatiques, ce qui, dans l'esprit des journalistes, partait d'une bonne intention pour souligner le fait que les États-Unis étaient eux aussi touchés par les impacts du changement climatique. Le terme était perçu comme profondément insultant par les personnes qu'il désignait, parce que ces personnes étaient souvent noires
et donc elles avaient l'impression d'être assimilées à des citoyens de seconde zone envers lesquels l'État américain aurait une sorte d'obligation de charité, alors qu'elles insistaient sur le fait qu'elles étaient des citoyens à part entière et que donc elles ne pouvaient pas être réfugiées dans leur propre pays. Et que les devoirs qu'avait l'État américain vis-à-vis d'elles étaient les devoirs qu'un État a vis-à-vis de ses citoyens et pas les devoirs qu'un État aurait vis-à-vis de citoyens d'un pays étranger auquel il faudrait porter assistance. Ce qui est intéressant aussi dans la catégorie de réfugiés climatiques ou de migrants climatiques, le terme juridique pour l'exposer ici importe peu, c'est que c'est une catégorie qui va être créée au départ par des militants, par des activistes du climat. Le terme apparaît, je dirais, dans le vocabulaire commun dans les années 90, à une époque où l'on commence à prendre conscience de l'importance du changement climatique. Premier rapport du GIEC en 1990, sommet de la Terre à Rio en 1992, première COP à Berlin en 1995, protocole de Kyoto en 1997. Or, dans ces années 90, les pays industrialisés, à qui incombe évidemment la responsabilité première de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, s'imaginent volontiers qu'ils ne seront pas touchés eux-mêmes par les impacts du changement climatique. Que les impacts du changement climatique, ce sera pour les pays pauvres, pour les pays du Sud. Et donc, il n'y a, en termes de realpolitik, comme on dit, il n'y a aucun incitant direct pour les pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. D'autant que cette réduction est encore largement perçue comme une contrainte, comme un coût. On ne parle pas encore véritablement de croissance verte ou d'économie décarbonée, etc. Et donc, si l'on veut convaincre les pays industrialisés de réduire leurs émissions, il faut absolument les convaincre qu'ils sont eux aussi concernés par les effets du changement climatique. Et donc on va insister beaucoup sur les effets indirects du changement climatique, sur le risque de guerre et de conflits qui y sont associés, et bien entendu sur le risque de déplacement massif de population. C'est à partir de cette époque que commencent à fleurir des estimations un peu inflationnistes du nombre de personnes qui pourraient être déplacées, dans le but précisément de faire peur aux pays industrialisés, selon une rhétorique que je vais schématiser à gros traits, et pardon pour la simplification. Vous avez peur des immigrés, vous voulez fermer vos frontières, mais toutes ces politiques migratoires restrictives ne serviront à rien si vous ne baissez pas aussi vos émissions de gaz à effet de serre, parce que si vous ne baissez pas vos émissions de gaz à effet de serre, vous aurez demain des millions, des milliards, des trilliards de demandeurs d'asile potentiels qui viendront frapper à votre porte et qui viendront submerger le continent européen. Et on retrouve encore aujourd'hui cette rhétorique dans le discours de certains qui voudraient, par exemple, que l'extrême droite développe un programme sur le changement climatique. On sait que c'est notoirement un des aspects programmatiques sur lesquels l'extrême droite est très très faible, et certains militants écologistes aujourd'hui disent à gros traits: enfin, le RN, comment est-ce possible que vous n'ayez pas un programme climatique un peu plus fort que cela? Vous détestez les Noirs et les Arabes. Pourquoi donc est-ce que, si vous détestez les Noirs et les Arabes autant que vous le dites, pourquoi est-ce que vous ne développez pas un programme un peu plus robuste de lutte contre le changement climatique? C'est un argument extraordinairement dangereux, évidemment. Monsieur Agier, vous avez beaucoup introduit l'idée d'une condition migratoire. Comment le dérèglement écologique vient-il transformer l'identité profonde des personnes qui sont déplacées et qui perdent non seulement un toit, mais également un attachement culturel à la terre? Alors, on va redire peut-être de manière différente en répondant à votre question. La condition migratoire et la condition migrante est une condition qui dépasse peut-être, qu'on peut essayer de faire, à propos de laquelle on peut essayer de faire un exercice à un moment donné de réflexion qui dépasse simplement les causes, les différentes causes ou les multiples causes qui s'entrecroisent. J'en parlerai un petit peu après. Mais quand j'ai évoqué avec le philosophe Étienne Tassin, décédé malheureusement il y a 6 ans, 7 ans maintenant, la condition migrante, c'était au départ pour essayer de caractériser quelque chose qui est relativement nouveau au XXIe siècle, après que le sociologue des migrations, Abdelmalek Sayad,
avait parlé de l'immigré-émigré. Il disait l'immigré est toujours un émigré. Il a la double absence, et moi je dirais rétrospectivement, il a la double présence, puisqu'il était effectivement ancré dans une condition sociale effectivement plus proche des basses classes sociales, du prolétariat, mais plein de mouvements de solidarité et associatives, urbaines, politiques, etc. Et d'autre part, il faisait quelques allers-retours pour aller éventuellement investir au village, que ce soit bien évidemment les migrants ou les premières générations de migrants kabyles ou tunisiens ou marocains, mais aussi les migrants maliens, les migrants qui viennent de différentes régions du Mali ou du Sénégal. Ils étaient bien présents dans des fortes limites sociales urbaines de marginalisation, mais ils étaient relativement présents dans le marché du travail, dans une forme de présence, pour ne pas parler d'intégration, mais une forme de présence sociale, et en même temps ils gardaient cet ancrage relatif dans les lieux d'origine où ils voulaient investir, par exemple. Alors, ça, c'était un moment d'une double présence. À partir des années 2000, il y a eu des changements en Europe et la mise en route d'une politique commune migratoire en Europe qui a consisté principalement, en même temps qu'on ouvrait les frontières internes, à fermer les frontières externes. Et en particulier, à partir de 1999, les premiers accords qui se font dans le cadre de l'Europe de Schengen, les premiers accords qui se font entre les quelques pays européens, puis ensuite de plus en plus, pour retenir les migrants susceptibles d'arriver en Europe, ou pour empêcher, rendre plus difficile, développer des politiques qui rendent ces migrations plus difficiles. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que on n'a pas arrêté les phénomènes de migration, mais on les a rendus plus difficiles et plus dangereux, et on a rendu les conditions de présence, d'intégration, de participation structurelle à la vie des pays européens beaucoup plus difficiles. Ce qui fait qu'on a eu à étudier de plus en plus des personnes qui n'étaient plus là-bas et pas non plus ici, qui étaient entre les deux. Et c'est cette condition liminaire, cette condition de frontière qui m'a semblé caractériser ce qu'on pouvait appeler le fait d'être en train de migrer sans être arrivé. On est parti, on n'est pas arrivé, on est dans ces limbes, dans ce lieu un petit peu indéterminé, avec principalement des non-droits, avec un statut qui est très étrange si on le prend à l'échelle mondiale, le statut irrégulier. Qu'est-ce qu'un illégal? Qu'est-ce qu'un irrégulier? À l'échelle planétaire, c'est très difficile de dire exactement qui est irrégulier, qui est illégal. Il y a des associations, de très belles associations qui disent personne n'est illégal sur la planète. Donc on est. Et puis il y a Emmanuel Kant qui dit la Terre est ronde et nous allons tous nous rencontrer un jour les uns les autres, donc autant bien nous entendre. Et donc catégoriser, là aussi, produire les catégories d'illégal ou d'irrégulier pour effectivement multiplier les personnes qui sont dans cette condition-là, qui s'appellent migrantes, simplement parce qu'on a pris on a transformé le participe présent en substantif, et voire en essentialisation comme on le fait maintenant. On dit les migrants. Moi, je peux dire du point de vue du chercheur, je dirais le migrant, c'est quelqu'un qui est en train de migrer, donc c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Simplement, quand ça ne s'arrête plus, c'est là que le fait d'être en train de migrer devient un substantif, une catégorie médiatique. Elle n'est pas une catégorie administrative, migrant. Il y a d'autres catégories, demandeurs d'asile, sans-papiers, etc., etc. Mais la catégorie migrant, qui est la catégorie la plus populaire, si on peut dire, maintenant dans le monde politico-médiatique et puis le monde général, on dit souvent migrants et on ne sait pas très bien de quoi on parle, sinon des gens qui sont un peu dans les limbes, quoi. Et cette condition, voilà, pour moi, cette condition, elle est relativement nouvelle.
c'est pas une révolution extraordinaire, mais elle est relativement nouvelle par rapport à ce qu'était l'immigré et émigré des années 60, 70, 80. Et à partir des années 90, la mondialisation qui met les gens de plus en plus en mouvement partout sur la planète, et l'Europe qui rend plus difficile et qui trie. Il n'y a pas que un refus. Il y a un refus pour certaines personnes et il y a le fait de faire entrer d'autres personnes dans des conditions de précarité. Mais on va dire cette précarisation, cette marginalisation produit des conditions de vie que, effectivement, j'avais mis dans cette définition de la condition migrante. Et c'est assez intéressant de voir comme cette condition est parfois considérée comme consubstantielle de l'identité des personnes, alors que ce n'est qu'une situation administrative. Je pense que le point le plus extrême de cela a été le fait de désigner des personnes comme des OQTF, désormais, ce qui est un terme qu'on voit de plus en plus dans les médias, alors que ce n'est qu'un document administratif. Très bien. Et justement, je voulais revenir sur l'hospitalité, sur laquelle vous avez travaillé, Monsieur Agier. Tout à l'heure, donc on parlait du fait que certaines personnes recevaient, donc vous avez reçu une bourse donnée pour immigrer. Est-ce que depuis le début du moment où vous avez commencé à parler de ça, je sais que vous étiez invité ici au Collège de France par Patrick Boucheron il y a quelques années pour parler de l'hospitalité. Est-ce que depuis la situation, c'est une question un peu actuelle, est-ce que vous la voyez allant de pire en pire, ou est-ce que la situation s'améliore un peu? Est-ce que des solutions sont trouvées? Est-ce que l'aide citoyenne, en tout cas, est présente, ou est-ce que ça vient un peu de l'État, ou aucun des deux? Oui, alors c'est une vaste question en réalité, la réponse est complexe, mais on peut dire effectivement, si on veut commencer par le bon côté des choses, on peut dire qu'à partir des années 2010, il y a eu dans les sociétés européennes, dans les différents pays, des mouvements des habitants, en même temps qu'il y avait cette ambiance politico-médiatique de crainte, de rejet, etc., des migrants, des OQTF, des sans-papiers, enfin toute autre catégorie. Il y a eu des mouvements qui ont commencé en bas de chez soi, comme on dit, et comme se sont appelées certaines de ces associations, de personnes qui, sans forcément vouloir politiser le débat, voulaient simplement dire là où je vis, je ne supporte pas qu'il y ait des gens qui dorment dehors tout le temps, qui n'aient pas de quoi manger, etc. Et donc j'organise les choses. Petit à petit, alors je fais un flash forward, et à partir des années 2015 jusqu'à vers 2018 ou 2019, pas moins de 500 associations ont été créées en France dans le seul but d'apporter une forme d'aide, nourriture, logement, accueil, etc., pour les personnes en migration, non accueillies, rejetées, etc. Donc ça veut dire qu'il y a eu effectivement ce que j'ai appelé à un moment donné un retour d'hospitalité dans la société. Et ce retour de l'hospitalité dans la société a mis en évidence la disparition antérieure de la forme sociale de l'hospitalité. C'est-à-dire que les exemples qu'on a de sociétés organisées autour de l'hospitalité ont des cultures, ont des langages complètement intégrés au fonctionnement de la société, et pour qui le fait d'accueillir l'étranger, donc j'ai repris des matériaux d'enquête que j'avais travaillé en Afrique de l'Ouest, sur la circulation par exemple des migrants et des commerçants Haoussa, et là j'ai retrouvé les éléments de pratique et de langage de l'hospitalité. Le mot zumunchi est un mot qui est très riche dans la langue Haoussa. On en a dans d'autres langues africaines et autres, en Asie et en Amérique latine, qui sont des mots qui ont une définition beaucoup plus réalisée, accomplie de l'hospitalité. C'est effectivement accueillir l'étranger qui arrive, c'est aussi avoir déjà une place pour cet étranger, avoir déjà une maison ou une pièce, une chambre dans une concession. Il y a une chambre qui est là,
en général à côté de la porte, et qui est la chambre pour l'invité ou pour l'étranger qui arrive. Il y a des formes de relations qui se nouent, il y a des formes de dépendance aussi, puisque toujours l'hospitalité est une relation de dépendance. On n'est pas égaux dans l'hospitalité, c'est une relation asymétrique, comme on dit. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir de donner l'hospitalité et l'autre personne qui n'a pas tellement le choix que de l'accueillir et de dire merci. Et lorsque celle ou celui qui donne l'hospitalité pour une raison ou une autre ne veut plus ou ne peut plus la donner, eh bien l'autre qui a été accueilli dépend de ça. Donc ça n'est pas une relation merveilleuse, ça n'est pas une relation égalitaire, mais c'est une relation sociale qui crée, c'est une forme sociale qui crée la relation. Une forme sociale qui intègre, pour prendre un mot qu'on utilise de toute une sorte de manière politique et autres en France, c'est le premier pas d'une relation qui peut durer, qui peut se transformer, qui peut aller jusqu'à aider quelqu'un à s'installer, qui peut aller jusqu'à aider quelqu'un à trouver un emploi, une maison, etc., etc. Donc et alors, si cela marche dans toutes les sociétés qui ont, on va dire, cette culture et ce langage de l'hospitalité, on dit que cette hospitalité, elle marche parce qu'elle a un côté communautaire. Là aussi, c'est pas le communautaire du communautarisme, c'est toujours faire attention avec les mots qu'on utilise parce qu'ils sont tous très politisés. Elle est communautaire au sens où elle fait partie de la communauté, elle fait partie du fonctionnement de la communauté. On n'est jamais seul à donner l'hospitalité. Ce qui s'est passé en France, c'est que souvent, les gens qui voulaient donner l'hospitalité se démenaient pour trouver des solutions pour d'autres personnes. Et souvent, pour arriver à soutenir 5 ou 6 exilés qui sont dans la rue, il fallait 30 ou 40 personnes qui se mobilisent très fortement. Et donc, c'est en fait cette difficulté à résoudre individuellement le problème de la question de l'hospitalité qui a fait qu'il y a eu énormément d'associations qui se sont créées, comme s'il fallait recréer la communauté que nous avons perdue. Ces communautés-là, qui sont encore actives ou relativement actives dans d'autres cultures, eh bien, d'une certaine façon, la forte mobilisation associative a, d'une certaine façon, recréé de la communauté pour prendre en charge, effectivement, cet accueil en dehors du seul élan moral, sentimental, affectif que peut avoir une personne et qui n'est jamais suffisant. Et en plus, qui n'est pas indispensable. Parce que le fonctionnement de l'hospitalité, du point de vue de l'anthropologie, c'est un fonctionnement social. C'est quelque chose qui fait tourner la société. Et donc, qui ne dépend pas de ces élans, affectifs. Donc, d'une certaine façon, on a réinventé l'hospitalité. Et d'un autre côté, il y a effectivement l'attitude des États et l'attitude de l'Europe qui rendent, on va dire, l'accueil, pour parler à une échelle plus administrative et politique et macro, c'est-à-dire au niveau de l'Europe ou au niveau de la nation, qui ont rendu l'accueil plus difficile, qui ont rendu l'arrivée des migrants, des exilés plus difficile, et qui ont même rendu le travail des associations et des individus porteurs d'hospitalité plus difficile, puisque il y a eu le fameux délit d'hospitalité ou délit de solidarité, qui a fait que certaines personnes ont été condamnées parce qu'elles ont accueilli chez elles des personnes en situation irrégulière. Là, le pacte européen qui va être mis en place la semaine prochaine en France va rendre encore plus difficile la situation, encore plus compliquée, avec une organisation logistique beaucoup plus développée de l'expulsion des personnes avant même qu'elles puissent être un peu accueillies, ne serait-ce que par les associations de la société civile. Et là, c'est un autre élément dont on pourra éventuellement parler, qui est le fait de l'encampement de toutes ces personnes en migration, avec le fait qu'on va pouvoir garder des personnes en centre de rétention jusqu'à 2 ans.
Il faut savoir que les centres de rétention ont été créés dans les années 90, 93, sous Mitterrand. C'était pour une durée limitée de 7 semaines. Là, on passe à la possibilité de garder des gens en centre de rétention jusqu'à 2 ans, ce qui veut dire un équipement logistique beaucoup plus important, des constructions de centres de rétention, de mettre du personnel pour s'occuper de ces centres, etc., etc. Monsieur Gemène, j'en reviens à vous. Je rappelle que vous avez travaillé sur le 6e rapport du GIEC. Et j'allais dire qu'on entend souvent des chiffres gargantuesques, le terme est peut-être un peu fort, mais qui diffèrent aussi d'un média à l'autre sur les futurs réfugiés climatiques. À l'heure actuelle, que disent précisément ces rapports du GIEC, justement, sur ce que nous pouvons réellement anticiper ? Rien. Rien. C'est pas un sujet que les gouvernements souhaitent que nous traitions dans les rapports du GIEC. C'était au moment du 6e rapport une assez longue bataille qui a assez divisé les collègues qui avaient été mobilisés pour ce rapport, parce que, évidemment, dès lors qu'on travaille sur les conséquences du changement climatique, les déplacements de population, les migrations font évidemment partie de ces conséquences, et donc on ne saurait produire un rapport un tant soit peu exhaustif, telle est en tout cas l'ambition des rapports du GIEC, sans mentionner ces déplacements de population. Et donc il se trouve que cet impact est mentionné assez régulièrement, je dirais toutes les 3 ou 4 pages, et avec plusieurs collègues, nous avions milité pour que ces informations qui étaient éparses dans le rapport soient regroupées au sein d'un chapitre dédié. D'autres collègues, à l'inverse, estimaient que c'était prendre un risque très important, parce que vous savez que les rapports du GIEC doivent être approuvés par les gouvernements, et que c'est ça qui leur donne une valeur politique pour la négociation. Le I de GIEC, c'est intergouvernemental, ce n'est pas international. Et donc, certains de ces collègues estimaient que si nous attirions l'attention des gouvernements sur ce sujet, eh bien, il y aurait eu un risque important à ce que le rapport soit invalidé par les gouvernements et ne soit pas approuvé. Et donc, nous sommes finalement rangés à cette position de repli et de prudence, parce que, bien entendu, nous touchons ici à des sujets qui sont considérés comme relativement sensibles par beaucoup de gouvernements, qui sont aussi, par nature, des sujets de sciences sociales. Et vous savez que dans beaucoup de pays, à commencer par la Chine, les sciences sociales sont considérées au mieux comme de l'aimables commentaire, au pire comme du militantisme déguisé. Et donc, c'est d'ailleurs une réflexion plus globale, alors qu'à mon sens, là où nous aurions surtout besoin dans les rapports du GIEC de davantage de sciences sociales, sur notamment ce qui concerne les comportements, qu'est-ce qui fait changer les gens de trajectoire. Je dirais que la base scientifique dure du changement climatique est aujourd'hui à peu près bien établie, même s'il subsiste encore des zones d'ombre. Autant c'est sur la question des sciences comportementales, cognitives et globalement des sciences humaines et sociales que nous devons faire, à mon sens, le plus de progrès scientifique. Ça, c'est très compliqué d'introduire davantage de sciences sociales dans les rapports du GIEC pour cette raison. Je referme cette parenthèse. Ceci pour dire que, pour revenir à la question des chiffres, les rapports du GIEC ne disent effectivement pas grand-chose, sinon rien, de ces chiffres, et il faut les prendre avec énormément de prudence. D'abord parce que ces chiffres, généralement, ne précisent pas s'il s'agit de chiffres sur une année donnée ou de chiffres cumulatifs. Nous savons que nous avons à peu près, en moyenne, 25 millions de personnes qui sont déplacées chaque année par des catastrophes climatiques. Ces personnes sont toutes dans des situations très différentes. Certaines sont déplacées de quelques kilomètres, d'autres beaucoup plus loin. Certaines peuvent rentrer chez elles après quelques jours ou quelques semaines, d'autres ne reviennent pas du tout. Et quand on a ces chiffres un peu, je dirais, gargantuesques, pour reprendre votre terme, de 300 ou 500 millions de réfugiés, on pourrait se dire, si vous avez 25 millions de déplacés par an, en réalité, sur 20 ans, vous arrivez à ce chiffre de 500 millions de déplacés. Donc ce chiffre qui paraît énorme, s'il est cumulatif sur 20 ans, finalement, ne fait que reprendre un peu la situation actuelle. Le problème de ces chiffres, c'est d'abord qu'ils ne sont pas du tout construits sur des études sociologiques ou anthropologiques, ils sont construits simplement sur
une estimation du nombre de personnes qui aujourd'hui habitent dans des zones à risque, sur lesquelles on plaque une sorte de carte des impacts futurs et attendus du changement climatique, et on estime que les personnes qui habitent aujourd'hui dans ces zones exposées seraient amenées à être déplacées dans le futur. Alors qu'il est tout à fait possible que ces personnes soient déplacées anticipativement par leur gouvernement, il est possible qu'elles restent sur place, il est possible aussi, bien entendu, qu'elles se déplacent avant pour une autre raison ou pour un mix d'autres raisons. Et donc ces chiffres ont surtout pour but, il faut le dire, de faire parler du sujet dans les médias. Et il est difficile aux médias de parler d'un sujet tant que vous n'avez pas de rapport sur le sujet. C'est la raison pour laquelle vous avez quasiment toutes les semaines un nouveau rapport sur le climat qui paraît et qui globalement raconte exactement la même chose que le rapport paru la semaine dernière, mais c'est l'occasion d'une opération de communication. Et par ailleurs, ces chiffres sont toujours des chiffres globalisés à l'échelle mondiale. Or, les politiques migratoires se décident au niveau national et non mondial, et la question de l'hospitalité se joue bien davantage au niveau local, Michel l'a rappelé, qu'au niveau national. Et donc, en réalité, le fait d'avoir un chiffre global ne donne aucune indication à ceux qui seraient en charge de l'hospitalité ou du design des politiques d'accueil qui leur permettent véritablement d'anticiper ces flux et d'organiser, de dimensionner le système d'accueil pour y faire face. Très bien. Et justement, je voulais parler rapidement de ces déplacements que vous évoquez. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans des déplacements temporaires, c'est-à-dire des personnes qui y vont et reviennent tout simplement? Donc Bien sûr. On accumule alors que... Il y a des déplacements effectivement de courte durée, des déplacements de longue durée, des gens qui font des allers et retours. Il y a des déplacements de très courte distance, au point que vous pouvez questionner au fond qu'est-ce qui est véritablement un déplacement. Si vous vous déplacez à 3 km de l'endroit qui a été touché, est-ce que ça compte? Ou est-ce qu'on appelle ça simplement un déménagement? Et là encore, ça dépend souvent du pays dans lequel ça se produit. Et très souvent, effectivement, les personnes déplacées par des catastrophes climatiques n'ont pas forcément le désir de quitter leur pays, mais vont chercher à se rétablir à l'endroit le plus proche possible de leur habitat précédent, d'abord parce qu'ils ont l'espoir de revenir, ensuite parce qu'ils vont vouloir bénéficier évidemment des aides et de l'assistance humanitaire qui sera mise en place et auquel ils n'auront accès que s'ils sont encore sur zone, mais de ce fait, ils vont parfois se retrouver dans une situation de vulnérabilité renforcée. Et on a aujourd'hui des gens qui reviennent après quelques semaines, mais on a aujourd'hui aussi des gens qui sont déplacés 3 ou 4 fois sur la même année. Oui, puis surtout, juste pour ajouter ça, mais les déplacements sont principalement à l'intérieur des États. Et donc on a une population à l'échelle mondiale, une population déplacée, ce qu'on appelle les IDP, les déplacés internes, qui est beaucoup plus importante que les réfugiés, c'est-à-dire des gens qui ont obtenu le titre de réfugié dans un autre pays que leur pays de résidence. Et donc, en fait, c'est très... Et parfois, c'est rien. Moi, je fais des séries d'enquêtes entre le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone pour des raisons qui tenaient au conflit, aux guerres, etc. Et d'un jour au lendemain, tout se jouait aux frontières. Donc, les gens passaient du Libéria à la Sierra Leone, et puis finalement, ils allaient en Guinée, où on leur a dit, vous pourrez là avoir un camp de réfugiés, comme ils ne voulaient pas aller dans les camps de réfugiés, ils reviennent en Sierra Leone, et tout ça sur un périmètre qui n'est pas très grand finalement, où ils seront comptabilisés comme IDP, comme déplacés internes ou comme réfugiés. Et donc c'est vraiment... mais là, à l'échelle internationale, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays est beaucoup plus important que celui de réfugiés à l'extérieur. Et c'est normal. Personne n'a envie de quitter son pays. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut redire quand on entend souvent beaucoup d'abris sur l'invasion, la submersion, etc. Mais non, nulle part, les gens ont envie de quitter leur maison, ont envie de quitter leur village, ont envie de quitter leur quartier. Donc il faut avoir des contraintes économiques, des contraintes politiques, des contraintes environnementales, des contraintes de tous ordres, et parfois qui se mêlent les unes les autres jusqu'à faire un moment, une situation qui n'est plus supportable, et cette situation qui n'est plus supportable fait que des gens s'en vont. Alors après, il y a d'autres formes. Il y a aussi des gens qui ont envie de voyager, comme nous tous, nous aimons voyager. Il y a des gens qui ont
qui vont voyager parce que la famille a investi sur une personne pour aller, pas forcément en Europe, attention, je ne suis pas en train de dire ça, mais dans le pays d'à côté, dans la zone industrielle qui est dans la région d'à côté. Donc tout ça fait partie des choses ordinaires qu'on peut très bien s'attribuer à soi-même et essayer de comprendre la logique ordinaire de ces déplacements, déménagements, mobilité. On a tous ces mots-là aussi pour les comprendre. Et nous ne sommes pas très différents d'ailleurs. Quels sont ceux parmi vous qui sont nés à Paris? Levez la main. Oui, vu de nez, une petite moitié, je dirais. Pas un tiers, non? Pas un tiers. Statistiquement, un peu moins d'un tiers des Parisiens sont nés à Paris. Bah oui, c'est ça. Je ne suis pas sûr que ceux qui ne sont pas nés à Paris se considèrent comme des déplacés internes. Beaucoup diront sans doute on a déménagé à Paris. De la même manière qu'on a pu parler de la mise en avant des chiffres pour des raisons d'opération de communication, comment l'anthropologue que vous êtes, M. Agier, analyse-t-il la sémantique de la peur, donc, typiquement les métaphores de submersion ou de vagues migratoires, qui staturent l'espace médiatique au détriment de l'accueil en ce moment? Alors c'est un vaste sujet, les peurs en général. Je crois qu'il y a des peurs. Il y a le philosophe ou penseur Paul Virilio avait parlé d'une ambiance globalitaire, le global totalitaire qui nous produit en permanence des angoisses, des inquiétudes, surtout sur tout ce qui se passe dans le monde finalement. Les news, comme on dit maintenant, et éventuellement les fake news, sont là pour produire de la peur. Il y a une ambiance comme ça générale. Il y a des peurs existentielles, bien sûr, que les hommes, les humains ont depuis toujours. La peur de la maladie, la peur de mourir, la peur de la violence. Puis il y a les peurs génériques, et en ce moment elles sont très fortes, celles liées juste précisément à toutes les crises environnementales, qui fait que la peur de la catastrophe est quelque chose qui est partout dans les médias, mais aussi dans les arts, dans les représentations, dans les romans, dans les films, qui est une manière aussi de les transformer en faisant quelque chose avec ces peurs. Au Moyen-Âge, les gens faisaient des carnavals parce qu'ils voulaient se moquer de la peur. Ils voulaient se moquer précisément de ceux qui voulaient leur faire peur en leur annonçant le déluge final s'ils ne se soumettaient pas à leur politique. Et donc les carnavals consistaient à rire avec les épouvantails de la peur. Et on doit trouver dans ce cadre-là les moyens artistiques, les moyens dans le sacré, ce que font beaucoup de gens qui cherchent ça aussi à regrouper les peurs quelque part. Mais évidemment, ces peurs-là, elles existent, les peurs sociales existent. Les peurs sociales, ce sont celles qui concernent la chance d'avoir un emploi, qui concernent l'avenir des enfants, qui concernent tout ce qui est de notre place dans la société et qui sont des inquiétudes. Après, il y a des usages politiques, et il y a même des manipulations politiques qui vont mettre en avant toutes ces peurs et en gros les attribuer à des boucs émissaires qui vont être de préférence un étranger ou une personne qui va être considérée comme étrangère, à qui on va attribuer la responsabilité de toutes ces peurs. Les peurs, c'est un moyen de faire de la politique. Le même Paul Virilio parlait de gouvernement de la peur. C'est un moyen de faire de la politique, c'est-à-dire en écoutant bien tous nos responsables politiques, vous verrez qu'on brandit la peur de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui va nous faire réagir en négatif. Pour éviter cela, il faut donc se soumettre à cette injonction, à cette décision du pouvoir. Ce n'est pas les peurs qui sont inquiétantes, c'est le gouvernement de la peur qui est inquiétant. J'en profite juste pour dire qu'il y a en ce moment une très belle installation artistique que j'avais conçue avec Paul Virilio, qui est exposée à la collection permanente de la Fondation Cartier,
qui, comme vous le savez, vient de se réinstaller dans un bâtiment en face du Louvre, qui s'appelle Exit, et qui est une installation immersive qui présente des flux de population en lien avec les dégradations de l'environnement. Et c'est une installation qu'on avait conçue pour une exposition qui s'appelait Terre natale, qui avait été présentée en 2008 à la Fondation Cartier. Et Paul Virilio est depuis décédé, malheureusement. Mais cette installation fait désormais partie de la collection permanente de la Fondation Cartier. Donc, si vous avez l'occasion d'aller y jeter un coup d'œil, elle est exposée jusqu'à la fin du mois d'août, je crois. Très bien, je vous remercie en tout cas pour toutes ces informations. Je voulais juste revenir par rapport au flou qu'on a pu comprendre au travers de différents échanges qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. On parlait tout à l'heure d'un flou numérique, en quelque sorte. On parle d'un flou en termes de... vous parliez justement, Monsieur Agier, de ces fameux 2 ans de centres de rétention. Et ce qui me fait d'ailleurs penser à ce qui s'est passé en Italie, quand ils ont créé en Albanie des centres aussi de rétention migratoire. Tout ça m'évoque un flou supplémentaire qui est le flou juridique, qui paraît d'être quelque chose, on l'a évoqué rapidement au tout début. Est-ce que ce flou juridique est réel, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'a rien, aucun support pour pouvoir défendre les causes migratoires, qu'elles soient donc environnementales, puisqu'il y a une raison, la fuite notamment, et on ne peut pas rester les bras croisés. Est-ce qu'il y a donc un support juridique derrière tout cela? François va mieux répondre que moi, mais je voudrais dire qu'on est ici dans une salle qui s'appelle Mireille Delmas-Marty. Précisément, Mireille Delmas-Marty a énormément collaboré, étudié, et j'ai échangé beaucoup avec elle. Elle est venue intervenir dans mon séminaire à l'EHESS. On a travaillé aussi avec Étienne Balibar sur l'idée d'un droit de l'hospitalité, d'un droit mondial de l'hospitalité, puisqu'elle était dans cette perspective de la mondialisation du droit. Et il nous semblait évident que pour arriver à surpasser cette échelle des États-nations qui est tellement difficile, il fallait arriver à produire une mondialisation du droit. Et comme elle évoquait le droit de l'environnement, elle évoquait aussi le droit de l'hospitalité. Tout à fait. C'est vraiment un des grands sujets sur lesquels Mireille Delmas-Marty a travaillé avec d'autres. Parce qu'effectivement, on a aujourd'hui un droit des migrations et des réfugiés qui était largement façonné après la Seconde Guerre mondiale et qui est aujourd'hui, de l'avis de tous les spécialistes, inadapté aux réalités des migrations contemporaines, qu'elles concernent le climat et également d'autres formes de persécution et d'autres types de situations migratoires qui ne sont guère protégées. Et donc, effectivement, on se réfère souvent à la Convention de Genève de 1951 pour affirmer que le concept de réfugié climatique n'a pas de sens en droit, puisque à l'époque où le terme ou le statut de réfugié est défini par la Convention de 1951, évidemment, ces rédacteurs n'envisagent pas que les dégradations de l'environnement puissent amener des déplacements de population. Et la Convention de Genève de 1951 est négociée, il faut le rappeler, comme un arrangement entre les 4 puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale pour trouver une solution au problème des personnes juives qui restaient déplacées en Europe à la suite de l'Holocauste. Et donc, il s'agit de trouver un arrangement, une situation, un arrangement juridique qui permette à ces personnes de bénéficier d'un statut juridique puisqu'elles étaient déplacées sans avoir véritablement de statut. Qu'il y avait évidemment les personnes juives, il y avait également les tziganes, les homosexuels et d'autres catégories de population qui avaient également été persécutées par le régime nazi. Et donc, l'idée est que dans les 3 ans, à partir de 1951, on aura trouvé une réponse à ce problème. Et donc, on va créer le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, comme un petit secrétariat chargé de l'application de la Convention. Il est au départ créé pour une période de 3 ans seulement. De façon intéressante, le négociateur français, déjà, insiste bien quant au fait que la Convention ne saurait s'appliquer qu'aux personnes déjà connues aujourd'hui et situées sur le continent européen, et donc n'a pas vocation à s'appliquer à de futurs cas de réfugiés que, par définition, on ne connaît pas encore. Le négociateur soviétique va proposer qu'on ajoute aux catégories de persécution politique une catégorie de persécution économique. Ce qu'il a derrière la tête, c'est que les victimes du capitalisme trouveraient refuge dans la Russie bolchevique de l'époque
Et évidemment, les Français, les Britanniques et les Américains ne vont pas faire ce cadeau à l'URSS. Il est intéressant de penser que si le négociateur soviétique avait eu gain de cause à l'époque, les migrants dits économiques seraient protégés au même titre que les réfugiés politiques par la Convention de Genève de 1951. Et donc, peu à peu, cet instrument, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de la Convention de Genève, s'est imposé comme un peu la pierre angulaire du droit des réfugiés, alors même que cet instrument avait été conçu en réponse à une situation précise. Le problème étant qu'aujourd'hui, personne ne souhaite véritablement modifier cette convention parce qu'on se rend compte que si on créait un droit de réfugiés climatiques, le risque dans le climat politique actuel, ça serait évidemment que la Convention de Genève disparaisse complètement et soit taillée en charpie. Et à l'inverse, l'idée de créer une nouvelle convention paraît extrêmement difficile dans l'état actuel de la coopération internationale, des pays comme les États-Unis se retirant de la plupart des conventions internationales. Et non seulement il n'y a pas, comme on dit, d'appétit politique en Occident pour élargir le champ d'application des protections, mais de façon peut-être plus contre-intuitive, ce n'est pas non plus une demande qui est forcément partagée par beaucoup de gouvernements de pays du Sud. Et plusieurs gouvernements des pays du Sud s'opposent aussi à la création d'un statut de réfugié climatique dans le droit international pour différentes raisons. J'isole les trois principales. Une de ces raisons, qui est portée essentiellement par les petits États insulaires, est qu'ils considèrent que la création d'un tel statut serait une sorte de capitulation face au changement climatique, en disant ça va affaiblir nos demandes pour mobiliser des moyens d'adaptation, en disant nous ne voulons pas devenir des réfugiés climatiques, nous ne voulons pas que nos îles disparaissent, au contraire nous voulons des moyens d'adaptation pour pouvoir rester, et donc hors de question de capituler en race campagne. D'autres, c'est notamment la position à certains moments du Bangladesh, craignent d'être assimilés à des pays producteurs de réfugiés. Et il est certain qu'effectivement, dans l'imaginaire collectif, des pays producteurs de réfugiés, ce sont des États faillis ou voyous qui vont persécuter leur propre population. C'est l'Afghanistan, c'est la Syrie, etc., etc. Et beaucoup des gouvernements des pays du Sud disent « Nous ne voulons pas être assimilés à des pays qui produiraient des réfugiés et donc qui persécuteraient leur propre population. Au contraire, nous faisons tout ce qui est en notre possible pour porter assistance à notre population. Et donc, il n'est pas question pour nous d'accepter une sorte de substitution de souveraineté sur nos populations, comme si nous étions incapables de leur porter assistance. Et puis, la troisième raison est plus prosaïque, qui est portée par un certain nombre de pays africains, qui savent que la très grande majorité des réfugiés protégés par la Convention de Genève sont hébergés dans des pays du Sud. À peu près 85% d'entre eux sont hébergés dans des pays du Sud. L'Europe n'accueille qu'à peu près 6% des réfugiés protégés par la Convention de Genève. Et donc, les gouvernements africains se disent que si un tel statut de réfugié climatique devait être créé, vraisemblablement, la plupart des personnes qui bénéficieraient d'un tel statut seraient également hébergées dans les pays du Sud, et sans doute dans une proportion plus grande encore que celle des réfugiés protégés par la Convention de Genève. Et donc, beaucoup de pays africains voient ce statut de réfugié climatique comme une sorte d'obligation supplémentaire qui leur serait imposée par les pays industrialisés et comme une manière pour eux de se laver les mains du problème en considérant qu'ils ont résolu le problème par un nouveau droit dans le droit international. Donc c'est compliqué et ce n'est pas prêt d'aboutir. Non, et puis un tout petit dernier élément sur cette catégorie. Je parlais au début tout à l'heure de la production gouvernementale de catégories comme un gouvernement des populations et des territoires, mais toute nouvelle catégorie exclue. Et donc on se retrouverait dans un dispositif dans lequel les personnes auraient à prouver qu'elles ont bien été déplacées pour des raisons climatiques, alors que ce qu'on a dit jusqu'à présent et qu'on peut redire de tout un tas d'autres manières, c'est que les faits qui amènent les personnes à quitter leur lieu de résidence ou à quitter leur pays sont climatiques, sociales, politiques, économiques. Elles se mêlent. Et donc la négociation qui se ferait autour de la possibilité d'avoir un statut, si c'était le cas, un statut de réfugié climatique, reviendrait à produire, eh bien, comme on a des classements de pays plus ou moins sûrs ou plus ou moins à risque, on aurait des classements dans
dans les États, dans les administrations des pays plus ou moins producteurs de réfugiés climatiques et d'autres non. Et donc une personne qui voudrait faire valoir que sa maison a été inondée, c'est pour ça qu'elle a quitté son pays, entrerait dans des négociations interminables. Et évidemment, dans ce cas-là, les déboutés du droit, les déboutés du droit d'asile, il y aurait les déboutés du droit climatique s'ajouteraient aux déboutés du droit d'asile. Et donc, voilà, la profusion des catégories n'avantage pas finalement. Pour partir peut-être sur une considération un peu plus optimiste, et ça fera office de question de synthèse, ce sera notre dernière question. Donc, selon vos approches respectives, à quel niveau, qu'il soit mondial, étatique ou ultra-local, l'action publique peut-elle intervenir et doit-elle intervenir en priorité pour briser les pétitions de principe de la vulnérabilité ? Mon sentiment personnel est que, au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'histoire, le niveau national s'estompera de plus en plus. Or, nous sommes aujourd'hui arc-boutés sur des frontières et des nationalismes que je vois comme une sorte de baroud d'honneur ou de chant du cygne d'un échelon de gouvernement qui, je pense, va avoir à l'avenir de moins en moins d'importance. Et je pense que les échelles d'intervention face aux défis du monde, que sont le changement climatique et d'autres problèmes environnementaux, que sont les migrations, vont être de plus en plus une échelle globale et une échelle locale. Et que l'échelle globale va mettre en place toute une série de mécanismes de coopération, de cadres, et que l'échelle locale va les appliquer, va les traduire. Et quand on regarde aujourd'hui sur la situation des migrations liées au climat, on voit qu'il y a déjà toute une série d'arrangements locaux qui sont réalisés, ou de cadres internationaux, mais plutôt à l'échelle régionale, avec des conventions d'accueil entre pays d'une même zone. On a beaucoup parlé des accords, notamment entre l'Australie, Tuvalu et sans doute demain d'autres pays du Pacifique. Et je pense que ce sont les deux échelles qui vont avoir le plus d'importance à l'avenir. Je sais que c'est contre-intuitif quand nous voyons la situation aujourd'hui, quand nous voyons tous les regards qui sont déjà tournés vers les candidats à l'élection présidentielle de l'année prochaine, mais je crois que c'est un niveau de pouvoir qui va avoir de moins en moins d'importance à l'avenir. Et que donc il y aura peut-être de moins en moins de personnes intéressées à devenir président de la République. C'est une discussion qu'on a très souvent, de savoir qu'est-ce qui est réaliste. C'est-à-dire qu'est-ce qui est réaliste. Et moi, dans ces cas-là, je repars toujours de mon terrain, de mes enquêtes, etc. Vous évoquez les formes de l'hospitalité. J'ai distingué, je refais le chemin de François dans l'autre sens, c'est-à-dire il y a l'hospitalité privée, celle dont je parlais tout à l'heure, de chez soi, dans sa maison, autour. Et puis il y a l'hospitalité communale qui s'est énormément développée. Dans les petites villes, dans les villages et les petites villes, il y a eu énormément d'initiatives, parfois même dans la désobéissance civile, c'est-à-dire n'appliquant pas des règlements que le niveau gouvernemental demande qu'on applique. Par exemple, sur est-ce qu'on demande ses papiers à des personnes qu'on va héberger dans une maison qui est libre, dont on sait qu'elle est libre et disponible dans telle petite ville ou dans tel village. Ça s'est énormément fait. Et donc voilà, c'est l'hospitalité communale, du commun, de la mise en commun de personnes qui se connaissent dans un niveau d'interconnaissance qui permet d'organiser les choses à cette échelle-là. Et puis l'échelle d'après, c'est l'hospitalité cosmopolitique. C'est Emmanuel Kant, c'est la possibilité d'avoir à cette échelle cosmopolitique le règlement des questions migratoires, le règlement des questions de santé et évidemment de gouvernement des environnements, de la santé globale, tous ces thèmes de la santé globale. Les chercheurs, sur tous leurs domaines, font sans arrêt remonter cette dimension globale. Les politiques, parce qu'elles sont nationales et de plus en plus souvent ethno-nationalistes, les retiennent et les empêchent. Il y avait un philosophe, René Scherrer, qui disait le national, c'est la catastrophe de l'hospitalité. C'est-à-dire que c'est l'échelle où l'obsession du territoire, l'obsession nationaliste, ethniciste, rend effectivement difficile
un élan qui est un élan relationnel qui existe dans toutes les sociétés, qui est de dire, voilà, comme je faisais allusion à certains langages et certaines cultures de l'hospitalité, où on a des mots comme ça, il y a une salle, il y a un vestibule dans la maison, il y a une maison, il y a une pièce particulière pour l'invité, et on lui dit, assieds-toi, bois un verre d'eau et commençons notre conversation. Et cette pratique-là, qui est la pratique relationnelle, qui est la manière dont fonctionnent les sociétés, aujourd'hui, elle est bloquée par cette obsession nationaliste. Très bien. Eh bien, je vous remercie en tout cas pour cet échange très instructif. Nous allons maintenant passer aux questions du public. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question. Nous invitons.